On a souvent l'impression d'être maître de notre esprit. Comme si on conduisait notre propre voiture, en plein contrôle. Mais si on s'observe honnêtement, on réalise vite que ce n'est pas tout à fait vrai. Une grande partie de nos décisions, de nos émotions, de nos réactions, vient d'un endroit qu'on ne contrôle pas vraiment. C'est comme si on suivait un GPS intérieur sans savoir comment il fonctionne, ni où il nous emmène. Et si on ne cherche jamais à comprendre ce GPS, on risque de finir dans un endroit qu'on n'aurait jamais choisi. Le psychiatre suisse Carl Jung est l'un des grands penseurs qui a consacré sa vie à comprendre ce système intérieur. Et ses idées, encore aujourd'hui, restent parmi les plus profondes jamais proposées sur la nature de l'esprit humain. Carl Jung est né en 1875 en Suisse. Son père était pasteur, et sa mère était une femme très particulière souvent déprimée, et qui disait voir des esprits. Enfant, Jung était solitaire, très introverti. Il n'aimait pas l'école du tout. Il s'évanouissait même parfois pour ne pas y aller. Mais avec le temps, il a commencé à lire énormément par lui-même. De la philosophie, des textes religieux, de la médecine. Il a finalement obtenu son diplôme de médecin à Zurich en 1902, et a commencé à travailler dans un hôpital psychiatrique. C'est là que sa fascination pour l'esprit humain est vraiment née. En 1907, il a rencontré Sigmund Freud, le psychologue le plus célèbre et le plus controversé de l'époque. Leur première conversation a duré 13 heures d'affilée. 13 heures. Ils sont vite devenus amis, collègues, complices intellectuels. Ils voyageaient ensemble, analysaient leurs rêves, échangeaient leurs idées. Mais il y avait un problème. Freud était bien plus connu, bien plus âgé. Leur relation ressemblait plus à celle d'un père et d'un fils qu'à celle de deux égaux. Jung voulait développer ses propres idées, mais Freud attendait de lui qu'il reste dans le rang. En 1913, la rupture est devenue inévitable. Leur désaccord était trop profond. Freud avait une vision très rationnelle, très scientifique de l'esprit. Jung, lui, voulait explorer aussi les dimensions spirituelles, symboliques, mystérieuses de la psyché. Deux visions du monde trop différentes pour coexister. Après cette séparation, Jung a traversé une période difficile. Une vraie crise intérieure, entre 1913 et 1918. Il s'est retrouvé seul, à s'observer lui-même, à plonger dans ses propres profondeurs. À écrire sur ce qu'il vivait de l'intérieur. Cette période sombre allait finalement devenir le fondement de toute sa pensée. Parce que c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'on se comprend le mieux. Pour Jung, le but de l'existence humaine, c'est de se connaître vraiment. Pas en surface. En profondeur. Y compris les parties de soi qu'on préfère ne pas regarder. Il appelait ce processus l'individuation. Un mot compliqué pour une idée simple, devenir, peu à peu, une version plus complète et plus authentique de soi-même. Comme il l'écrivait lui-même, le seul but de l'existence humaine est d'allumer une lumière dans les ténèbres de l'être. Pour comprendre comment y arriver, il faut d'abord comprendre comment Jung voyait l'esprit humain. Il le divisait en trois grandes parties. La première, c'est le conscient. Ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce dont on est conscient à chaque instant. Au centre de cette partie, Jung plaçait ce qu'il appelait le moi. Le moi, c'est le récit qu'on se raconte sur qui on est. Et ce moi s'exprime à travers un masque, que Jung appelait la persona. On se comporte différemment au travail, en famille, avec des inconnus. Ce masque n'est pas forcément faux, mais il ne reflète pas toujours qui on est vraiment. La deuxième partie, c'est l'inconscient personnel. Tout ce que le moi a mis de côté, caché, refoulé. Des souvenirs douloureux, des émotions qu'on ne veut pas ressentir, des désirs qu'on juge honteux. Mais attention, même cachées, ces choses continuent d'agir. Elles influencent nos choix, nos réactions, nos relations, sans qu'on s'en rende compte. La troisième partie, c'est là que Jung se distingue vraiment de tous les autres. Il l'appelait l'inconscient collectif. Selon lui, en plus de notre inconscient personnel, on hérite tous d'une mémoire commune à toute l'humanité. Une sorte de réservoir psychologique transmis de génération en génération depuis les origines de l'espèce humaine. Et cet inconscient collectif est rempli de ce qu'il appelait des archétypes. Des figures universelles, des thèmes qui reviennent dans toutes les cultures, à toutes les époques dans les mythes, les contes, les rêves, les religions. Le héros. La mère. Le sage. L'ennemi. Ces figures existent dans l'esprit de tous les êtres humains, partout dans le monde, depuis toujours. Maintenant, parlons d'un des concepts les plus puissants de Jung, l'ombre. L'ombre, c'est tout ce qu'on refuse de voir en soi. Nos faiblesses, nos peurs, nos côtés sombres. Les pensées qu'on juge mauvaises. Les émotions qu'on trouve honteux d'avoir. Le moi les rejette et les pousse dans l'inconscient. Mais elles ne disparaissent pas pour autant. Jung disait que l'ombre, c'est comme votre ombre au sol. Vous ne pouvez pas lui échapper en courant plus vite. Elle vous suit partout. Toujours. Le danger, c'est de l'ignorer. Parce qu'une petite faiblesse qu'on nie, finit par devenir un grand problème. Les choses qu'on refuse de voir en soi ressortent toujours souvent de façon incontrôlée, au pire moment possible. Pour progresser, il faut apprendre à regarder son ombre en face. L'accepter. L'intégrer. Ce n'est pas agréable. Mais c'est nécessaire. À l'intérieur de cette ombre, Jung identifiait aussi deux autres archétypes liés au genre. Chez l'homme, ce qu'il appelait l'anima, les qualités féminines refoulées, comme la sensibilité, la douceur, l'intuition. Et chez la femme, l'animus, les qualités masculines refoulées, comme l'affirmation de soi, la force, la logique.
Intégrer ces aspects en soi, sans les nier, permet d'être plus équilibré, plus complet. Et au centre de tout cela, Jung plaçait le soi. Pas le moi qui n'est que la partie consciente. Mais le soi avec un grand S, la totalité de ce qu'on est vraiment, conscient et inconscient réunis. Ce qu'on aime vraiment. Ce dont on est vraiment capable. Ce qu'on veut vraiment, au fond. Le travail de toute une vie, selon Jung, c'est de rapprocher le moi du soi. Moins de masques. Plus d'authenticité. Moins de fuite. Plus de courage d'être soi. Ce chemin demande deux choses très difficiles. La première, une honnêteté radicale envers soi-même. Chaque fois qu'on réagit de façon excessive, qu'on juge sévèrement quelqu'un, qu'une émotion nous submerge sans qu'on comprenne pourquoi, c'est souvent un signal. Une porte vers quelque chose en soi qu'on n'a pas encore regardé. La deuxième, une acceptation radicale de soi. Accepter qu'on n'est pas toujours aussi bon, aussi fort, aussi rationnel qu'on le croit. Que ce qu'on critique chez les autres existe parfois en nous aussi. Que nos défauts font partie de nous et qu'on ne peut avancer qu'en les reconnaissant, jamais en les fuyant. Ce n'est pas un chemin facile. Jung lui-même disait que c'est peut-être l'effort le plus grand et le plus difficile de la vie. Mais c'est, selon lui, le seul chemin vers une existence vraiment épanouie. Jung nous a laissé des outils puissants, la thérapie, l'analyse des rêves, l'introspection, l'étude des mythes et des symboles. Mais son message, au fond, est simple. Connais-toi toi-même. Vraiment. Profondément. Sans te mentir. C'est seulement en comprenant ce GPS intérieur, ses forces, ses angles morts, ses erreurs qu'on peut enfin commencer à choisir où on va vraiment dans sa vie.